Les psychotropes qu'on donne à nos enfants surtout font débat en ce moment en France. Et là, dernièrement, je suis tombé sur une chronique de Marc Menant sur CNews qui nous expliquait certaines choses à propos de ces médicaments et de ce que cela pouvait faire aux enfants, etc., etc., etc. Et malheureusement, il y a eu pas mal d'inexactitudes dans ce qu'il a dit. Et ça serait dommage que les gens répètent ce genre de choses ou s'imaginent ce genre de choses. Et donc je me suis dit qu'il vaudrait peut-être mieux essayer de tempérer un petit peu ce qui avait été dit, de façon à ne pas induire les gens en erreur. Donc c'est ce que je vais faire dans cet épisode du Psy chez vous. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo du Psy chez vous. Alors ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas fait. En fin de compte, je ne les fais pas trop quand c'est la saison des webinaires parce que ça fait beaucoup de vidéos. Là, on arrive à la fin des saisons de webinaires et je verrai ce que je pourrais faire cet été de ce genre de vidéos. Mais là, du coup, je suis tombé sur une interview sur CNews. Et là, je suis tombé sur une chronique de Marc Menant, un journaliste donc, pour CNews, qui parlait des psychotropes prescrits aux enfants. Là, du coup, comme c'était un sujet dans lequel, en plus de ça, je travaille et sur lequel j'avais même fait un webinaire il y a quelque temps, je me suis dit, tiens, il va falloir que j'écoute un petit peu ce qu'il a à dire pour le cas où il pourrait m'apprendre certaines choses. C'est un fait, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, on va prendre sa chronique en partie seulement, et puis je vais remettre les pendules à l'heure au fur et à mesure. Michel Le Cendreux, qui est à l'hôpital Robert Debré, pédopsychiatre, est pour la multiplication de l'administration des psychotropes. Il estime qu'on ne détecte pas assez de cas d'hyperactivité, ce fameux syndrome qui est apparu depuis quelques années. TDAH. Notez, TDAH. Alors là, déjà, une première partie. Alors, Michel Le Cendreux, je ne connais pas. Mais donc, il est pour la multiplication de l'administration des psychotropes, car il estime qu'on ne détecte pas assez de cas d'hyperactivité. Alors, comme je l'expliquais dans mon webinaire, les psychotropes, c'est une série de médicaments. Il y en a certains qui vont être des antidépresseurs, il y en a d'autres qui sont donc des excitants, ou des stimulants, comme on dit. Alors, il y a une grande augmentation des psychotropes pour les enfants en France, ça c'est un fait, c'est 10-12 dernières années. Une partie de cela est justement à cause de l'hyperactivité, donc des TDA, des TDAH. Et donc les stimulants psychotropes sont donnés aujourd'hui aux enfants alors qu'ils ne l'étaient pas il y a une dizaine d'années ou beaucoup moins. Et c'est en effet, on ne détecte très souvent pas les cas d'hyperactivité parce que la France a été relativement en retard sur ce point-là également pendant très longtemps, où on disait, bah oui, mais les enfants hyperactifs, c'est juste parce que les parents ne mettent pas de règles, etc., etc., alors que c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Donc, il y a eu beaucoup de temps où on n'a pas donné cette ritaline aux enfants, ce qui fait qu'il y a beaucoup qui n'ont pas été détectés et qui donc sont partis en échec scolaire, etc., etc. Et je ne vois rien d'odieux à ce que le psychiatre trouve qu'il est important de détecter ces cas aussi rapidement que possible pour agir en fonction. D'hyperactivité, ce fameux syndrome qui est apparu depuis quelques années. Alors, l'hyperactivité n'est pas un syndrome. L'hyperactivité est un des symptômes des TDAH. Le syndrome s'appellerait donc les TDAH s'il y a hyperactivité. Et ce n'est pas un syndrome qui est apparu depuis quelques années, c'est un syndrome que l'on a diagnostiqué depuis quelques années. En fin de compte, on l'a diagnostiqué il y a bien longtemps, parce que moi déjà au Danemark, en 1994-95, on en parlait déjà. J'ai fait certains des premiers travaux dans ce domaine au Danemark, justement, parce que ça n'était pas encore entré dans le système de santé danois, etc., etc. Donc c'est pas parce que c'est extrêmement nouveau,
Mais c'est un fait que ça fait pas longtemps qu'on le diagnostique. Ça veut pas dire qu'il est apparu. Il est apparu il y a bien longtemps, on ne sait pas quand, mais c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. C'est un petit peu comme le sida. Le sida n'est pas apparu depuis 1984-85. Il a été diagnostiqué à partir de cette année-là, mais en revenant en arrière, on s'est rendu compte, en fin de compte, que les premières personnes, peut-être, dataient déjà des années 1940-45. Hein. Donc, il faut faire la différence entre quand on diagnostique ou quand quelque chose apparaît. Enfin, c'est pas une maladie qui est apparue comme ça tout de suite il y a quelques années. Ça aurait pu remarquer, hein, mais c'est quelque chose qui a été diagnostiqué depuis quelques années. Ensuite, il passe des TDA au suicide. Je ne sais pas exactement par quel bout prendre ou pourquoi. Donc ça, on va passer outre parce que, en fin de compte, il n'est rien dit de spécial. Je vois pas trop le lien entre les TDAH et les suicides. Mais bon. Et donc, on va sauter un petit peu là où il continue sur sa lancée. Donc. Il faut savoir que les psychotropes ne sont pas la panacée telle qu'on peut nous la montrer quand on regarde l'ensemble. Alors, on les utilise, entre autres, depuis 1954 et l'apparition d'une molécule qui est considérée comme miraculeuse, que l'on appelle la Ritaline. Alors, en science, on ne parle pas trop de molécules miraculeuses. C'est plutôt un langage religieux. Mais c'est un fait que la Ritaline est un psychotrope qui a des qualités intéressantes, mais ça, je ne veux pas trop entrer dedans. Mais là, déjà, on va commencer à dire qu'il n'y a pas de molécule qui s'appelle la Ritaline. D'accord ? La molécule, elle s'appelle le méthylphénidate. Et de cette molécule, on fait la Ritaline. D'accord ? Il faut bien faire la différence entre une molécule et le nom d'un médicament. C'est deux choses totalement différentes. C'est donc un stimulant. Et là, je vais le laisser continuer à parler. Au départ, la Ritaline, c'est bien tout simplement une sorte d'excitant et qui est considéré comme une drogue. Alors, c'est un stimulant, c'est un fait, et ça n'est pas considéré comme une drogue. C'est qu'on a dit que ça a des effets similaires à l'amphétamine, c'est donc un stimulant, mais ça a l'avantage, et de là la compréhension de miraculeuse, de ne pas être une drogue justement et de ne pas épuiser, comme les amphétamines le font, dira-t-on, la psyché et n'épuise pas notre énergie. C'est donc là qu'est son avantage. Là, je crois que Marc Menand s'est basé sur quelque chose d'américain, sur des articles américains, et je le crois très fortement, et on va y revenir un peu plus tard, parce que j'ai retrouvé certains d'entre eux. Et en américain, drug, ça veut dire médicament. Alors ça veut dire une drogue aussi, mais ça veut dire médicament. Donc oui, c'est vrai, les personnes qui ont fait les recherches considèrent la Ritaline comme une drogue, donc comme un médicament. Enfin, après cette... j'ai été un petit peu déstabilisé parce qu'il a commencé par parler des TDAH et de la Ritaline, puis après il est passé au suicide, et là il n'y a pas du tout de... Enfin, je ne vois pas trop ce que ça a à voir avec la Ritaline et les TDAH. Et puis après, donc, mon impression est donc qu'il revient sur la Ritaline et sur les TDAH. Après, il part sur les problèmes psychologiques. Donc, il nous explique que nous avons donc, entre autres, quelque chose qui s'appelle le DSM. Le DSM, on est arrivé à la version 5 du DSM. Après, il faut s'intéresser sur les maladies, les pathologies dites de la psyché.
Notons que le DSM, qui est la Bible des psychiatres. Le DSM n'est pas la Bible des psychiatres. Le DSM est un livre de référence qui référencie les différents problèmes psychologiques, les différentes pathologies, et qui donne des explications sur les causes connues, les causes possibles, et sur les symptômes connus, les symptômes possibles, et des fois un petit peu quelles sont les différentes méthodes et possibilités de traitement, si traitement il y a. Il y a certains psychiatres qui l'utilisent comme un livre de référence. Je l'utilise moi-même aussi comme un livre de référence de temps à autre. Je n'ai pas la chance de connaître tous ces symptômes et tous ces trucs par cœur, donc un petit peu d'humilité, pas de souci. Et puis vous allez avoir des psychiatres qui la prennent comme une Bible. Après, les gens sont très différents, mais ça n'est pas la Bible des psychiatres. Il y a d'autres livres de référence qu'on peut utiliser. C'est vrai que le DSM en est un, et certains psychiatres vont le prendre plus au sérieux que d'autres. La première Bible apparaît en 1955. La première Bible, la première DSM, qui est donc la DSM-1, apparaît en 1952. Et on considère... Des psychiatres. Hein. Oui. Voilà, des psychiatres. Un peu de tenue. Et on considère qu'il y a, à cette époque-là, 600 pathologies répertoriées. Alors, c'est une publication qui se fait à peu près tous les 15 ans. Et le dernier... C'est une publication qui se fait à peu près tous les 5-7 ans. Mais qui compte? Alors, c'est un fait qu'on passe de la DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, et maintenant on est à la 5. C'est vrai que le changement de grande édition est tous les 10 ou 15 ans, mais la DSM-5 d'aujourd'hui, c'est pas la même que la DSM-5 de 2012, par exemple. Il y a des révisions qui sont faites tous les 5 à 7 ans, et puis donc c'est un fait, tous les 15 ans, on change de dirait-on, de grandes séries, c'est là où il y a les grands remaniements. Le dernier DSM, qui a été publié en 2015, lui maintenant reconnaît plus de 4000 pathologies sur 8880 pages. Et alors... Ok. Personnellement, je ne vois pas de quoi s'offusquer si, en 1952, et pas en 1955, on ne connaissait que 600 pathologies et qu'aujourd'hui on en connaît plus. Enfin, je veux dire, tout le monde évolue, le monde évolue. Il y a certaines pathologies qui étaient reconnues à l'époque comme l'homosexualité et qui ne l'est plus, et d'autres ont fait leur entrée. Il y a des pathologies qui étaient comprises comme une pathologie à l'époque et qui maintenant sont comprises comme 18 pathologies ou 20 pathologies parce qu'il y a des différences, on a appris plus de choses. Personnellement, je ne vois pas trop où il veut en venir là. Mais je sens qu'on va bientôt le savoir. Qu'y a-t-il comme pathologie? Le deuil est une pathologie. C'est faux. Alors pour ça, j'ai été obligé de vérifier sur le DSM-5 en français, parce que celui que j'ai, à moi, il est en anglais, et c'est faux. Le deuil est expliqué comme étant un deuil normal, c'est-à-dire quand on fait le deuil de quelque chose, c'est un processus psychologique, tout comme beaucoup de processus psychologiques, mais il n'est pas décrit comme une pathologie. Par contre, il est dit que si la personne est en deuil ou a un deuil en ce moment, il y a certaines choses auxquelles il faut faire attention, où il faut être attentif par rapport à certaines choses, par rapport à d'autres pathologies. Et là, encore une fois, je ne vois pas du tout où il y a de quoi s'offusquer. La tristesse est une pathologie. C'est faux. J'ai fait une recherche et je ne l'ai pas trouvé dans le DSM-5 en version française. L'humeur un peu faible est une pathologie. Alors on administre. L'humeur un peu faible, je ne l'ai pas trouvé non plus décrite dans le DSM-5. Je ne sais pas d'où il tient ça et je ne sais pas sur quoi il se base. Et il n'a pas donné de numéro de page ou rien. Et humeur un peu faible, j'ai du mal à m'imaginer un terme aussi vague faire partie du DSM. Personnellement, ça m'étonnerait. On administre avec les conséquences épouvantables et dès l'âge de 4 ans. Le fait de lire certaines choses dans le DSM ne veut pas dire qu'on administre nécessairement des médicaments. Je lis le DSM et de toute façon, je n'ai pas le droit de prescrire. Mais même si j'en avais, je ne vois pas en quoi cela influencerait ma façon de travailler. Après, chaque psychiatre travaille de la façon, ou chaque psychologue, parce que ce n'est pas nécessairement des psychiatres qui lisent le DSM, la preuve. Après, chaque psychiatre ou chaque psy utilise l'information comme il le veut. La maîtrise des émotions. Voilà. C'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui
être régulés par la chimie. Alors là, si je peux faire une analogie avec Mathieu tout à l'heure qui disait ce qui est formidable, c'est quand il y a un peu d'agitation. Eh bien, on veut non, que l'être humain soit là comme ça. Après, est-ce qu'on veut être dirigé, être régulé par la chimie? Certaines personnes oui, d'autres personnes non. Ça, je ne sais pas qui est ce fameux « on » dont il parle. Est-ce que ce sont les psys, les patients? Quels patients? Pourquoi? Comment? Il y en a sûrement qui veulent être régulés par la chimie, oui. Après, il y en a d'autres qui ne veulent pas. Une sorte de zen perpétuel grâce à la chimie. Mais c'est épouvantable parce que les conséquences montrent quoi? Eh bien, la montée de la violence. C'est-à-dire que des études ont mis en exergue que des médicaments qui sont l'équivalent de la Ritaline, donc sous le même principe d'amphétamine, le Zoloft, le Praxil. Ok. Alors là, il est dans des sables mouvants. Parce que la Ritaline est un stimulant, le Zoloft est un antidépressant qui est basé sur, justement, qui est basé sur une autre molécule qui est basée sur la sertraline. Donc, c'est tout à fait l'inverse. Le Zoloft fonctionne d'une façon tout à fait inverse à la Ritaline. Faisait qu'il y avait un désir d'autodestruction ou de destruction d'autrui à partir de cette absorption. Ensuite, il parle du Praxil. Alors, là, je suppose, et ça, vous allez l'entendre encore plusieurs fois parce qu'il nomme ce médicament plusieurs fois, Praxil. Praxil, et ça, vous pouvez le vérifier, c'est un médicament pour les chiens. C'est un médicament vétérinaire. Je suppose qu'il veut parler du Paxil, qui lui est basé sur de la paroxétine. Et c'est donc un médicament qui serait plus dans le camp du Zoloft que dans le camp encore des amphétamines et de la Ritaline. Et c'est un fait que c'est comme tous les antidépresseurs, il y a un risque accru de suicide pour les jeunes de moins de 25 ans. Et ça, c'est un fait, et ça, c'est quelque chose que l'on sait, c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif. Après, c'est une autre discussion si on doit les utiliser ou pas. Mais Zoloft, Paxil et pas Praxil et Ritaline, ce sont des choses totalement différentes. Maintenant, nous arrivons donc à un quiz. Et ça, j'ai pas trop compris. Je vous le fais écouter. Aux États-Unis, on vous fait remplir dans les écoles une sorte de quiz. Et avec ce quiz, si vous avez une mauvaise note, vous vous précipitez chez le psychiatre, ça vaut Dieu de diagnostic, et on vous met sous Zoloft, sous Praxil. Voilà. J'ai jamais entendu parler de ce test ou de ce quiz, parce que c'est même pas un test, mais c'est un quiz, et qui vous donnerait une entrée au Zoloft ou au Paxil. Je ne sais absolument pas de quoi il parle là. Je sais pas. Jamais entendu parler. Le résultat, les 15 grandes tueries dans les universités, tous les adolescents étaient sous traitement, sous Zoloft ou sous Praxil. Mais ça va plus loin que ça. Alors là, je me suis vraiment posé des questions parce que vu que j'étudie quand même relativement ce genre de situation, de réactions violentes, les sociopathes, machin, etc., j'étais quand même relativement étonné de ne pas avoir vu passer cette étude, que tous, des 15 dernières, étaient sous Zoloft ou sous Paxil. Et donc j'ai fait des recherches parce que je me suis dit c'est pas possible que cette étude me soit passée sous le nez, et j'ai trouvé la source, je pense, de Marc Menant sur ce coup-là. Et en fin de compte, ça vient d'un post Instagram qui parle c'est un post Instagram de 2012 ou un truc comme ça. Vous le voyez là sur votre écran. Et en fin de compte, c'est un article qui a été écrit dans un journal qui s'appelle WND, qui est un journal que je connais. C'est un journal conservateur chrétien américain qui, entre autres, dit beaucoup de conneries et ne vérifie pas ses sources eux-mêmes. Donc ils écrivent un peu n'importe quoi. Je me souviens qu'ils avaient repris un article
Ils avaient repris un article qu'ils avaient envoyé où, d'après eux, il y aurait les restes des chariots du pharaon qui avait poursuivi Moïse et le peuple juif au travers de la mer Rouge et qui serait au fond de l'océan. Et en fin de compte, cet article qui a donc été publié dans WND venait à l'origine d'un truc du genre Babylon Bee, c'est-à-dire un article sarcastique, un article ironique, c'était pour rigoler, quoi. C'était tout simplement un article comique qu'ils avaient repris sans vérification aucune. Et c'est à peu près la même chose par rapport à cette fameuse étude. Bien au contraire, vous pouvez en fin de compte, il y a une étude qui a été faite en 2021, qui justement indique ce qui s'est passé, etc., etc. Le nombre de personnes avaient utilisé des drogues, et donc pas des médicaments, avaient utilisé des drogues, il y avait un problème d'alcoolémie, d'alcool, etc. Enfin bref, on fait un portrait des personnes qui ont fait ce genre de choses, et non, il est parfaitement faux que les perpétrateurs, enfin ceux qui ont commis ces crimes, étaient sous Zoloft ou sous antidépresseurs spécialement. Donc après ça, il parle un petit peu des enfants perturbés et pourquoi ils sont perturbés, donc à cause de la Covid, à cause de tout ce qu'on leur inculque en ce moment, etc., etc. Alors ça, on peut être d'accord ou pas d'accord, peu importe, on va continuer. Alors, il faudrait s'interroger, qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant d'enfants perturbés? Forcément, les dernières circonstances, que ce soit le Covid, la guerre en Ukraine, que ce soit cette épouvante de la crise climatique où on vous dit ça va brûler de partout, on n'aura plus d'eau, etc. Vous êtes gamin, ça vous traumatise. Et les petits gamins qui ont été là face à des masques pendant 2 ans. Donc tout ça, ça les a laminés, ce qui fait que l'on est passé à plus de 5% des enfants qui sont maintenant sous traitement. Mais quand on regarde, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les enfants, et tout à chacun, mangent de plus en plus de sucre, boivent de plus en plus de soda. Or là, c'est là... Alors ça, par contre, c'est vrai, notre société utilise trop de sucre, trop de soda, etc., etc. Et ça, c'est très mauvais pour la santé, ça donne des problèmes d'obésité, ça donne des problèmes de diabète, ça donne beaucoup de problèmes de santé. Et oui, alors ça c'est vrai. Mais par contre, je ne vois pas trop le lien entre ça et la psychologie. Mais on y arrive, quelque chose me dit. Eh bien, c'est l'un des éléments qui perturbe la psyché. Les études sont très précises. Par exemple, on a un professeur qui s'appelle Sean Toller, qui, aux États-Unis, a pris des adolescents. Alors, j'ai fait des recherches sur ce fameux professeur Sean Toller. J'ai rien trouvé. Je n'ai pas... Bon, j'ai essayé avec différentes prononciations, différentes écritures, différentes, etc., etc. Les études dont il va parler, je n'ai pas pu les retrouver. Il a supprimé le soda, il a supprimé le sucre. Ces enfants qui avaient des troubles de l'attention, qui étaient dans l'hyperactivité, eh bien, se sont retrouvés soudain des enfants qui avaient une progression en 3 semaines, une progression de 30% sur leurs résultats scolaires. Alors, je n'ai pas retrouvé cette étude, je n'ai pas retrouvé ce professeur, mais j'ai quand même suivi les TDA de relativement près, et ça m'étonne énormément qu'on n'en parle pas plus, que si une telle étude existait, qu'on ne l'ait pas prise autant au sérieux, et qu'on puisse s'imaginer que les parents préfèrent donner de la Ritaline à leurs enfants plutôt que de couper un petit peu le sucre. Ça me paraît extrêmement étonnant. Et ça va plus loin que ça. Il a pris des gens dans les pénitenciers volontaires. Alors là, l'amélioration est encore plus phénoménale. 82% d'agressions en moins. 27% de vols en moins, 66% de refus d'obéissance en moins. Alors quand on voit... Là, encore une fois, je n'ai pas pu retrouver cette étude. Et une étude aussi étonnante que ça, qui pourrait faire descendre le taux d'agressivité de 82% dans les prisons, etc., etc., ça me paraît quand même relativement impressionnant qu'on n'en ait pas entendu parler dans le domaine scientifique ou même dans le domaine, que ce ne soit pas à la première page de beaucoup de journaux et qu'on n'ait pas agi en conséquence. Ça me paraît extrêmement impressionnant.
il n'y a aucune étude qui n'a jamais pu prouver à 100% le lien entre le sucre et l'hyperactivité et surtout l'agressivité. J'ai fait plusieurs études que j'ai essayé de retrouver. Les seules études que j'ai trouvées par rapport à ça, ça a été des études qui disaient que en utilisant des repas plus équilibrés, avec plus de vitamines, plus de différents minéraux, machin, etc., eh ben, on pouvait rendre les gens moins agressifs, que ça pouvait avoir un effet sur l'agressivité de ne pas manger de la nourriture saine. C'est la seule chose qui s'approche à peu près de ce qu'a dit Marc Menand dans cette situation. Pour ce qui est du sucre et des TDA, c'est très discuté. Il n'y a aucune étude qui puisse prouver précisément que le sucre a cet effet sur l'hyperactivité. Il y a des études qui disent que l'un des composants du sucre pourrait influencer dans un sens ou dans l'autre. Et il y a d'autres études qui disent que ce qui se passe, c'est que les enfants qui sont hyperactifs ou qui ont des TDA sont plus sensibles à la dopamine et qui est donc cette chose qui se libère lorsque l'on a un plaisir et que le fait de manger quelque chose de sucré et que ce soit une récompense augmente le taux de dopamine et ça serait ça qui pourrait avoir une influence. Bref, pour l'instant, c'est toujours très discuté et il n'y a aucune étude qui prouve ce que nous dit Marc Menand en ce moment. Par la suite, il nous dit que d'autres choses pourraient être agréables ou sont de bonnes choses, qu'on devrait mettre les enfants en thérapie, leur faire plus de sport, leur faire de l'art-thérapie, etc., etc. Et ça, oui, on peut être d'accord ou pas d'accord, etc. Personnellement, je crois que c'est une très bonne idée. Et puis, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va guérir des TDA, par exemple, hein, si on est reparti sur la TDA. Je ne sais pas, parce qu'il passe de l'un à l'autre, donc je ne sais pas trop de quoi il veut parler. Mais donc ça, oui, personne n'a jamais dit qu'il n'y avait que les médicaments qui aidaient. Ça a toujours été... Et puis donc, la discussion thérapie contre médicaments, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a du pour, il y a du contre dans les deux sens, et je suppose que ça va continuer comme ça. Voilà. C'était donc un petit peu ce que je voulais, les pendules que je voulais remettre à l'heure pour le cas où vous entendez certains de ces arguments ou certaines de ces discussions par rapport à votre enfant TDA ou TDAH ou par rapport aux dépressions des jeunes. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous propose de voir mon webinaire sur les enfants sous psychotropes. Et puis peut-être que ça vous donnera aussi quelques idées. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.